merci à tout le monde d'être là ce soir. Merci à Christian et Thierry d'avoir accepté notre invitation pour ce temps de réflexion, d'échange sur la question de la géothermie. C'est une soirée de réflexion, d'échange, de débat qui s'inscrit dans une série de soirées sur la question de l'énergie, de la production d'énergie dans la ville. On avait déjà eu un premier temps d'échange fin janvier sur le scénario de Négawatt qui a abordé des questions de manière générale des productions d'énergie sans prendre en compte les spécificités des villes comme Vitry ou les villes de banlieue et des villes denses. Donc c'était un sujet qui était assez large. Et donc là, on décline toute une série de soirées, d'événements sur les différents types de production d'énergie que l'on peut expérimenter et que nous n'avons pas, en tout cas dans notre ville de Vitry. Donc c'est l'occasion, à travers l'expérience qui est menée, il y a plein d'autres villes autour de Vitry, dans la région parisienne, qui utilisent la géothermie, et entre autres à Arcueil, en lien aussi avec Gentilly, la ville de Gentilly. C'est, je crois, une production qui est conjointe aux deux villes. Partir de ce que vous avez expérimenté et ensuite de voir en fait quels sont peut-être les avantages et les inconvénients, mais plus largement de voir les impacts que ça peut avoir, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de l'impact environnemental, parce qu'on peut sûrement se douter qu'à partir du moment où on produit de l'énergie, on en crée et que l'on en consomme, ça a bien sûr un impact. Voilà. Donc ça fait partie des interrogations que l'on a particulièrement depuis quelques mois, parce qu'on parle de la crise de l'énergie, et donc c'est l'occasion de pouvoir écouter et se nourrir de cette expérimentation pour voir si on peut l'imaginer dans une ville comme la nôtre et de voir quels peuvent en être ensuite les tenants et les aboutissants. Donc voilà, je t'invite Christian à nous en dire un mot et puis après on aura sûrement un petit échange en questions-réponses avec toi. Merci. Merci d'abord de cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Bon, d'abord, quelques précisions. Je ne suis pas ingénieur, géotechnicien ou géohydrologue, donc quelques expériences d'élu, j'ai appris à comprendre un peu mieux la géothermie, mais je ne suis pas un technicien au sens complet de la chose. La deuxième chose que je voulais dire en introduction, ça a déjà été évoqué par Fred, la géothermie, en tout cas l'économie des énergies fossiles, a pris encore depuis un an une acuité beaucoup plus forte, parce que avant, la priorité, c'était quand même de ne pas produire de gaz à effet de serre en termes de gestion climatique. Ça reste vrai, mais en plus maintenant, la question de la pénurie, alors qui est réelle, artificielle, mais en tout cas qui montre que les énergies fossiles ne sont pas infinies et qu'il faut apprendre à vivre avec leur diminution, voire leur suppression totale. Donc, en introduction, je voudrais peut-être dire trois choses, développer un peu trois points. D'abord, brièvement, rappeler qu'est-ce que c'est que la géothermie profonde, parce qu'on en parle, mais voir un tout petit peu plus clair, de façon très schématique. Ensuite, un petit retour d'expérience, c'est comment on fait pour partir d'une idée à une mise en œuvre. Et puis après, une troisième partie, maintenant que ça marche ça fonctionne depuis une dizaine d'années, et puis un regard aussi sur ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Alors, j'ai déjà commencé avec un exercice pas toujours simple, c'est écrire sur un tableau avec un stylo à billes, donc on va voir ce que ça donne. En plus, je ne suis pas un grand dessinateur, alors je pense que ça va donner à distance. Donc là, vous avez la croûte terrestre, et puis
Et puis vous avez ici un habitat, un immeuble. La géothermie dans le chauffage urbain s'applique très très difficilement à l'habitation individuelle. Donc on est bien sur l'habitation collective. Donc la situation de base, c'est vous avez un immeuble et puis ici vous avez une chaudière. On va dire qui est alimentée au gaz. Et puis là, vous avez des radiateurs avec un réseau qui part de la chaudière et qui alimente les radiateurs. Tout le monde voit à peu près comment ça marche. Ça, c'est la situation classique. Alors, des fois, c'est pas du gaz, mais enfin, ça ne change rien. Et puis, vous avez quelque part par là, quand on s'enfonce dans le sol, vous avez, vous savez que plus on descend, plus c'est chaud. Et vous avez un certain nombre de masses liquides, chaudes. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué, hein, c'est des roches, c'est des magmas un peu humides, mais enfin, on va dire pour simplifier, vous avez des poches d'eau qui sont un peu partout réparties dans le monde, et avec la particularité dans le Val-de-Marne, ça s'étend un peu aux alentours, et puis il y en a ailleurs. Dans le Val-de-Marne, on a une masse d'eau particulière qui s'appelle le Dugger, qui est autour de 1500 mètres de profondeur, ça dépend des endroits, c'est l'ordre de grandeur en tout cas, et qui est autour de, on va dire, 65 degrés, ça peut aller de 75 à 60. Puisque comme ce n'est pas du liquide, mais c'est un peu solide, il n'y a pas uniformité de la température. Donc vous avez ce machin-là, et vous avez un immeuble, n'importe quel immeuble. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Et à partir de là, pour ce qui est de la géothermie profonde, hein, il peut y en avoir des moins profondes ou des plus profondes, l'idée, c'est d'aller récupérer de l'eau chaude et de s'en servir. Alors, c'est simple, là, sur le principe. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on... Eh bien, on va percer un trou. Hop. Allez, je dis comme ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais on perce jusqu'à tomber dessus. Et puis, en fait, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe, c'est qu'on part en biais comme ça. Donc on fait deux trous. Vous allez dire pourquoi on fait deux trous? Parce que l'eau qu'on prend, on ne va pas la garder, on va la rendre. Justement pour limiter quand même les conséquences d'avoir pris ces choses. Donc on descend. C'est un système de creusement comme les puits de pétrole, hein, c'est le même principe, on creuse, c'est des trous qui font 40 cm, enfin des tubes de 40 cm de diamètre à peu près. On se débrouille pour que ça soit autour, qui est environ 2 km entre chacun des deux arrivées de puits. Et le principe est simple, on va aspirer de l'eau, on va en faire quelque chose et on va la renvoyer. On va la récupérer, disons, à 65 degrés, on va prendre l'énergie, je vais dire comment après, et on va la rejeter à la température la plus basse possible, disons, donc voilà, ici on va dire 65 degrés, on va la rejeter à 20 degrés. Ça dépend des systèmes. L'idée est celle-là. Et alors, vous voyez, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'une question assez naturelle, c'est si on prend de l'eau chaude, à un moment, ça ne va plus être chaud. Hein? Donc, combien de temps ça dure? Le degré est très grand, je reviendrai un tout petit peu après, mais combien de temps ça dure? Bon, l'idée, c'est qu'on va la rejeter, l'eau froide, en tout cas beaucoup plus froide, à environ 2 km de distance. Et en fait, il va se développer un mouvement qui fait que l'eau va circuler
puisque comme on en tire, il y a une espèce d'aspiration, et elle va circuler en traversant des couches chaudes, ce qui fait que sur les expériences des pluies plus anciennes de géothermie, au bout d'une trentaine d'années de fonctionnement, on n'a pas constaté de baisse de température de l'eau supérieure à 1,5 degré. Donc ça, c'est une observation. Les premiers puits de géothermie, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait une interrogation. Les scientifiques travaillent, mais enfin, c'est quand même des choses qui ne sont pas tout à fait une science exacte. Donc le principe est celui-là. Les premiers puits de géothermie, ils ont maintenant environ 40 ans. C'est quand il y a eu le premier choc pétrolier, là où il y avait un... Donc on a commencé à développer la géothermie, et puis comme le prix de l'énergie a rebaissé, on a arrêté. Donc ça... il n'y a pratiquement pas eu de puits de géothermie en France, et même dans le monde. Et puis on est reparti il y a 10 ans, et Arcueil est le premier puits qui a été recreusé il y a une dizaine d'années. Maintenant, il y en a pas mal qui se développent. Et on a donc, la science a beaucoup progressé, d'abord sur la connaissance, sur la maîtrise de la descente du puits de creusement, et il y a eu aussi beaucoup de progrès sur les métaux qui constituent les tubes enfoncés dans le sol. Parce que cette eau qu'on récupère, elle est extrêmement corrosive. Et au bout de 30 ans, il y avait toujours de l'eau chaude, mais les tuyaux commençaient à s'abîmer. Et donc, les puits ont été chemisés. On a remis un autre tuyau à l'intérieur. Le problème, c'est quand on chemise, on perd du diamètre, donc on perd du débit d'eau chaude qu'on récupère. Maintenant, a priori, on a des matériaux qui sont bien plus résistants et donc qui devraient durer bien plus longtemps. Deuxième chose, et puis après j'arrête de parler du sous-sol, on ne peut pas, si tout le monde fait n'importe quoi et creuse son puits un peu n'importe où, ça va coincer. Donc, pour pouvoir creuser un puits de géothermie, il faut une autorisation, donc c'est les services des carrières de l'État, qui vont attribuer une zone au puits qui est construit. Donc, on doit creuser dedans, puiser dedans, on doit rejeter dedans, et puis s'il y a une demande d'un autre puits, eh ben, il va y avoir une autre bulle géographique qui va être fournie, de telle sorte qu'a priori, il n'y ait pas trop d'interférences entre les deux puits. Le Val-de-Marne est de ce point de vue-là particulièrement bien placé sur le Dogger, puisque les 3/4 des villes sont plus ou moins au-dessus, ils peuvent faire des puits, et le Val-de-Marne est pionnier dans le monde en termes de... Il va y avoir maintenant 25 puits de géothermie en Val-de-Marne, ou tout proche du Val-de-Marne. Il y en a un peu dans les Hauts-de-Seine, mais de l'autre côté de la Nationale 20. Bon, il y a d'autres puits de géothermie maintenant dans le nord de l'Île-de-France, mais on est relativement pionnier. On va s'approcher de 40-45 centrales dans les 10-15 ans. Donc voilà, on récupère l'eau. Alors, il faut une pompe quand même, un peu d'énergie. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, l'idée fausse, c'est qu'on va la faire circuler dans le réseau. Donc, assez naturellement, vous avez un réseau qui existe pour récupérer les ordures ménagères, et ben on fait la même chose pour faire circuler un réseau d'eau chaude dans l'espace concerné. Donc, vous avez un réseau qui va parcourir la ville, les villes, le morceau de ville, qui va faire circuler de l'eau chaude. Donc ça, c'est ce qu'on... Il y a un réseau donc, qui va circuler dans les villes et qui va arriver au pied des immeubles. Là, en fait, il y a 3 circuits d'eau. C'est ça qu'il faut arriver à bien comprendre. Donc, vous avez un circuit, et ici, je ne suis pas très fort pour les dessins, vous avez un échangeur. Donc, l'eau que vous récupérez du puits, elle monte
elle passe dans un échangeur à ressort, et un échangeur, c'est-à-dire qu'elle touche le deuxième réseau qu'il a est de l'eau du robinet, hein, c'est un réseau qu'on fabrique soi-même, et donc elle le chauffe. Et donc l'eau, on fait ça, elle redescend. Alors, on essaye de prendre le maximum de chaleur, donc je ne l'ai pas mis. Il y a aussi ici des pompes à chaleur pour récupérer l'eau, le maximum de chaleur et épuiser au maximum la ressource. Mais enfin, le principe, c'est l'eau chaude du réseau rechauffe de l'eau qui est froide, enfin de l'eau du robinet normal, celle-là redescend, et là, ça rentre dans le réseau de la ville. Et il y a dans les rues de la ville de l'eau chaude qui circule et qui va, là aussi c'est un réseau fermé, hein, celui-là, ça revient, l'eau part à 70, 75, hein, on remonte l'eau plus élevée que le 65 de là via la pompe à chaleur, vous avez de l'eau qui circule, et puis qui revient, normalement, elle a baissé de température, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, vis-à-vis de l'immeuble qu'on veut chauffer, eh ben, on enlève la chaudière et on remplace la chaudière par un deuxième échangeur. Et donc, vous avez dans l'immeuble, on ne change rien. Hein, dans un immeuble, vous avez une chaudière et vous avez un circuit d'eau chaude qui parcourt l'immeuble. On ne touche pas à ce circuit, donc il y a le troisième circuit d'eau, et on remplace la chaudière par un échangeur. Et voilà, en gros, vous avez le principe un tout petit peu simplifié de la géothermie profonde. Alors, on peut faire de l'eau chaude sanitaire, on peut faire de l'eau chaude, enfin du chauffage classique. Hein. Il y a quelques autres choses à rajouter. En général, ici, vous avez la centrale de géothermie. Il y a quand même des chaudières à gaz, à la fois en complément, parce que si le système tombe en panne, il faut pouvoir quand même chauffer. Et puis, s'il fait trop froid dehors, la géothermie ne va pas suffire. Et donc, on sera obligé de rajouter un peu de gaz pour remonter en chaleur, parce que quand il fait très froid, là, il faut des radiateurs plus chauds. Hein, donc, le principe, et là, vous avez à peu près tout le principe d'un réseau de géothermie, c'est celui d'Arcueil-Gentilly, mais c'est celui de la plupart des réseaux de géothermie. Après, ils sont organisés plus ou moins différemment. On a besoin de plus ou moins de chaudières. Par exemple, à Arcueil, il y a 3 grosses chaudières qui permettent de remplacer complètement le système si le système tombait en panne. En général, aucune des 3 fonctionne. Quand il commence à faire en dessous de 0, on commence à en faire fonctionner une. Et donc, voilà. Donc j'espère avoir été clair sur un truc un peu simplifié de fonctionnement de la géothermie. Alors, si on regarde, qu'est-ce que ça consomme? Hein, ce truc-là est gratuit. L'eau chaude, elle est gratuite. On emprunte quand même un peu à la Terre, mais enfin, la chaleur du centre du globe terrestre est quand même assez élevée, donc on en est loin, hein, mais en tout cas, il n'y a pas pour le moment d'effet trouvé. Ça reste quand même faible par rapport à ça. Donc, ça c'est gratuit. On a de l'électricité. Hein, il y a bien une pompe pour extraire l'eau de pompe pour rejeter. Il y a un peu de pompe, il y a aussi un peu d'électricité pour la pompe à chaleur. Et puis, il faut quand même faire circuler l'eau dans le réseau de la ville. Donc, il y a des pompes électriques. Et puis, il y a éventuellement du gaz qui est utilisé pour quand il y en a besoin. Donc, par exemple, l'été, quand la géothermie ne produit que de l'eau chaude sanitaire, il n'y a jamais d'utilisation de gaz. Et quand on s'approche de 0, on commence à consommer un peu de gaz. Puis si on descend à moins 10, c'est quand même pas si courant chez nous, mais là, on consommerait, peut-être faudra allumer la deuxième chaudière. Enfin, il n'y a pas beaucoup de moments où ça se produit. Ce qui fait
qu'en termes de consommation d'énergie fossile, électricité plus gaz, on est à peu près à 30% de ce qui serait consommé pour chauffer les mêmes bâtiments. Donc on divise par 3 le coût en termes de production de gaz à effet de serre, en termes de consommation d'énergie fossile, ce qui n'est quand même pas complètement négligeable. Ensuite, ça fonctionne. Hein. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on n'est que dans la consommation collective, parce que sur le principe, rien n'empêcherait de raccorder un pavillon, sauf que le coût de l'échangeur serait prohibitif, alors que quand c'est pour 20 logements, ou 40, c'est pas ça. Et puis, il faudrait amener le réseau, etc. Donc là, pour le moment, les seuls exemples d'utilisation de géothermie en tant que réseau de chaleur, d'ailleurs, fonctionnent que lorsqu'il y a des zones pavillonnaires qui, au moment de la construction, ont prévu l'installation du réseau. Et en fait, c'est comme si, quand la zone pavillonnaire est un immeuble allongé sur le sol. Hein. Sinon, aujourd'hui, en tout cas, ça ne marche pas. Et pour les pavillons, quand on veut utiliser la géothermie, il faut prendre la géothermie peu profonde, genre puits canadien, ou c'est d'autres systèmes. Alors, j'ai évoqué le Dogger. Il y a des couches d'eau autour de 300 mètres, peu utilisées parce que l'eau est beaucoup moins chaude et ce n'est pas tellement intéressant. Et a priori, il y a des couches d'eau beaucoup plus chaudes, beaucoup plus profondes. Et donc peut-être que dans le futur, on sera amené à descendre plus profond et à récupérer de l'eau beaucoup plus chaude. En tout cas, actuellement, ça c'est le modèle un peu qu'on rencontre partout. Alors, une fois qu'on a ça, comment ça marche? On a vu, il y a quelques questions de coût. Quand on part de rien, ce qui était le cas d'Argueil-Gentilly, il n'y avait pas de réseau. Il faut creuser le puits, installer l'usine de tout ça, 25 millions. Pas des sommes complètement négligeables. Hein. Il faut construire un réseau, 20, 25, hein, ça dépend. Puis c'est il y a 10 ans, je ne sais pas ce qu'il en serait aujourd'hui. Ensuite, il faut construire un réseau dans la ville. Donc, il faut creuser les rues, faire passer, définir où on veut aller. Donc là, le coût, il est beaucoup moins facile à cerner. Ça dépend si vous faites ça dans une rue, si vous faites dans toutes les rues de la ville. Bon, on est quand même de toute façon de l'ordre de quelques millions. Ça peut aller de 3, 4 millions à 10 millions en fonction de ce qu'on veut arroser comme ville, comme nombre de logements. J'y reviendrai après sur comment on fait les choix, mais voilà, un puits un peu classique peut alimenter de façon raisonnable jusqu'à 10 000 équivalents logements. Équivalent logement, c'est-à-dire que si on prend les logements, ça compte pour un. Par contre, si on a des bâtiments scolaires, un bâtiment d'une école peut compter comme 100 équivalents logements. On peut alimenter jusqu'à 10 000 équivalents logements. On peut monter. Mais plus on monte, plus on va compléter l'énergie géothermale. Donc là, si on veut alimenter trop, il va falloir faire travailler plus régulièrement les chaudières. Donc c'est possible, mais on perd une partie de l'avantage. Alors, bien sûr, alimenter plus de logements, ça rentabilise plus l'investissement. Il faut savoir que si on franchit le cap de 50% d'énergie non renouvelable, on perd la TVA à 5%. Hein, donc on n'a pas intérêt à non plus augmenter trop fortement. Pour trouver le bon équilibre, parce qu'après on rajoute du gaz, à ce moment-là on descend en dessous de 50%,
ça peut rester quand même intéressant d'avoir 40% d'énergie fossile supprimée, mais à ce moment-là, on perd la TVA à 20%, donc le système devient moins intéressant au niveau économique et financier. Voilà, donc ça marche comme ça. Économiquement parlant, c'est un système qui s'équilibre. C'est-à-dire que dans notre projet, nous on est passé par le CIPEREC, un syndicat intercommunal, beaucoup connaissent. Ah, merci. Un syndicat intercommunal qui... c'est là où j'avais fini presque l'utilisation des tableaux. Donc j'essayais quand même de m'en servir pour que ça ait servi à quelque chose. Voilà. Sur le réseau. Donc, le principe, parce qu'il y a des aides de l'État, le fonds chaleur de l'État, de l'ADEME et du Conseil régional accompagne les projets de géothermie. Et donc la règle mise en place, c'est que quand on construit le modèle économique, eh ben, il faut que les usagers paient en fait l'investissement. Hein, ce qui coûte cher, c'est l'investissement. Donc, ce qui va être facturé aux usagers, quand vous êtes dans du chauffage au gaz, vous avez 80% de gaz et 20% de remboursement de la gestion et de la chaudière. Quand vous êtes en géothermie, c'est l'inverse. Vous avez 80% qui remboursent les investissements et 20% du fonctionnement courant. On ne paye pas ça, mais on paye quand même un peu l'électricité, le gaz, etc. Donc, le principe retenu par l'ADEME, le Fonds chaleur, c'est que dans le modèle économique qui est construit, et donc le coût facturé aux usagers, sans aide, sur une durée de 25 ans, hein, d'amortissement, 20 ans, 25 ans, le coût serait supérieur à ce qu'il payait avant. Donc, il y a une subvention de l'État à l'investissement pour que, au moment de la livraison de la centrale, de sa mise en route, le prix pour les usagers est le même ou légèrement inférieur à ce qu'ils payaient avant quand ils étaient au gaz. Et donc, sur un budget, par exemple, de 30 millions, l'État va peut-être financer 7, 8, 9 millions pour que le coût soit... Alors, on pourrait se dire, ben, ça ne sert à rien pour les usagers. Pas tout à fait vrai, surtout en ce moment. Parce qu'on démarre à l'identique, simplement, comme vous avez un tiers seulement de prix des énergies fossiles, donc en gros dans votre facture vous avez, quand le gaz augmente de 300, et ben vous avez une augmentation de 100 du coût du fonctionnement. Et puis là on est dans la partie amortissement, quand on aura un peu comme les gros amortissements, alors ça sera encore bien plus intéressant quand on arrivera à la fin. Mais en tout cas, et on le constate, je dirais aujourd'hui, là concrètement, parce que bien sûr, quand les prix des énergies augmentent, eh ben, ça augmente 3 fois moins vite que le prix du gaz, ou de l'électricité, ou du fioul, ou tout ce qu'on veut. Donc c'est un modèle qui est intéressant au niveau économique, au niveau social, hein, pour les familles, puisque d'abord, elles ne payeront pas plus cher qu'avant. Ensuite, il y a une garantie d'une augmentation d'une différence entre le prix de l'augmentation courante avec le gaz et l'électricité et le prix avec la géothermie. Donc, au bout d'un moment, ça devient très intéressant. Donc, côté social, économique. Et puis, dans les choses qui ne sont pas prises en compte, mais qui sont intéressantes à prendre pour les copropriétés comme pour les bailleurs sociaux, ben, c'est que vous n'avez plus de chaudière. Parce que l'échangeur, il est intégré au réseau de géothermie, et donc, c'est le gestionnaire de réseau qui entretient l'échangeur, éventuellement qu'il change,
Et donc, le bailleur ou la copropriété, c'est-à-dire peut revendre sa chaudière, je ne sais pas si ça se revend bien, mais en tout cas, qui n'a plus tous les 10-15 ans à racheter une chaudière et à assurer la maintenance d'une chaudière. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. On ne s'en rend pas toujours compte parce qu'on regarde souvent le prix, mais il y a cette dimension-là qui est assez intéressante collectivement, en tout cas pour l'immeuble, quelle que soit sa gestion. Et puis, il y a plein d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Hein. Plus l'immeuble est isolé et moderne, moins la géothermie est intéressante. Parce que un immeuble bien isolé ne va pas consommer consommera pas beaucoup de chauffage dans le cas d'un chauffage au gaz, mais là il ne va pas consommer beaucoup d'énergie. Mais comme la part fixe du remboursement de l'emprunt, donc ça a fait partie aussi un petit peu des difficultés. Donc voilà, c'est plus intéressant, moins l'immeuble est isolé, plus c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas isoler non plus les bâtiments, parce qu'il faut le faire. Hein, on gère tous tout un ensemble de contradictions. Et puis, je ne l'ai pas évoqué, on a un système de réseau qui est un peu plus sophistiqué. En fait, on passe d'abord pour les immeubles anciens pas isolés, avec de la température élevée, avec des radiateurs haute température, et puis ensuite le réseau revient pour les immeubles plus modernes et mieux isolés, dans lesquels il y a des radiateurs basse température, et donc dans lequel l'eau a perdu de la chaleur, à chaque fois qu'elle rentre dans un bâtiment, elle perd de la chaleur, mais si elle est arrivée à 70, qu'elle est là, elle va finir par sortir à 40, mais 40, ça peut suffire quand on est dans des radiateurs basse température. Donc tout est optimisé. Donc, je l'ai dit, il y a un intérêt financier et donc social, par voie de conséquence, pour les familles concernées, que ce soit là encore copropriété privée, bailleur social ou entreprise ou établissement public, d'utiliser la géothermie. Bon, il y a un deuxième avantage qui est la question climatique, puisque on divise par 3 la consommation d'énergie fossile et donc par 3 la production de gaz à effet de serre. Puisque là, il n'y a pas du tout de production de gaz à effet de serre, c'est de l'eau chaude qui arrive naturellement chaude, donc on n'a pas à la chauffer. Et donc c'est une énergie qui, de ce point de vue-là, est très intéressante, en tout cas en termes environnementaux. Et puis, j'allais dire, c'est 100% local, hein, puisque on n'a fait pas livrer du pétrole du monde ou du gaz par méthane lignée ou je ne sais pas quoi. Là, on est quand même purement local, y compris en termes d'emploi, parce que les usines, les centrales sont automatisées, en tout cas. Il y a quand même un peu d'emploi local, en tout cas non délocalisable, qui est installé. Alors, bien sûr, tout n'est pas, pour faire politique, j'allais dire, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Et donc, oui, il peut y avoir des difficultés, oui, il peut y avoir des soucis. Comme tout réseau, il peut tomber en panne. Bon, enfin, c'est ni plus ni moins. Bien sûr, ça veut dire qu'on crée à nouveau dans le sous-sol de la ville, sous les rues, on crée des réseaux, donc les rues sont un peu chargées. Mais enfin voilà, donc, pour ma part, au bout de 10 ans, on n'a eu aucun souci, autre que de fuite d'eau. On n'a eu aucun souci, aucun problème particulier. Alors, pas tout à fait le ressenti que peuvent avoir certains habitants, parce que les copros et les bailleurs ont profité de la renégociation des contrats avec le gestionnaire pour dire on va appliquer les 19 degrés, par exemple. Et donc, il y a des habitants qui disent depuis qu'il y a la géothermie, il fait plus froid. Donc, ce n'est pas la géothermie qui fait plus froid, c'est que la géothermie a conduit qu'on profitait de ça
pour baisser la température. Effectivement, il peut faire plus froid. Mais la température, la géothermie, si on veut, peut remonter la température. Mais bon, des fois, c'est un peu pratique de repousser la responsabilité sur d'autres. Voilà, c'était mon deuxième point, donc un bilan d'une ville communiste qu'on pourrait considérer comme globalement positif. Dernière chose que je voulais dire, c'est comment on fait pour créer un réseau de géothermie. Alors, d'abord, on a l'idée. Donc, je vous ai dit, le réseau, il a à peu près 10 ans. Les premières idées sont venues plutôt il y a 17-18 ans. C'était une idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un réseau de géothermie sur Arcueil? Parce qu'il y en a partout. Il y en a beaucoup. Arcueil, il y a Cachan qui a un réseau de géothermie, il y a Chevilly-et-la-Rue. Donc pourquoi nous, on n'en aurait pas un? Bon, ça, c'est une idée, ça paraît bien. Donc la première chose à faire, c'est est-ce que c'est possible? Donc pour ça, on a fait travailler un cabinet en lui demandant est-ce que techniquement on peut récupérer de l'eau chaude? En gros nous garantir qu'il y a bien de l'eau chaude sous nos pieds, et puis quelles sont les conditions nécessaires pour y arriver. Donc c'est là qu'ils nous ont dit, a priori, vous avez le Dogger là, ça devrait marcher. Alors c'est pas une science exacte, quand on descend, il y a un petit risque que d'abord en creusant le trou, ça casse, quelque part, le tuyau casse, et puis il y a un petit risque qu'on ne tombe pas dedans. Bon, il existe, il est très faible. Alors il y a une assurance, parce que quand même on ne va pas investir 20 millions puis se dire donc il y a des assurances, pris en charge aussi par l'ADEME, dans le cadre du fonds chaleur, qui fait que si ça rate, ça rate. Très faible probabilité, mais ça peut arriver. Bon, c'est un peu compliqué quand on a eu la chance de voir ça. Vous savez, c'est comme les gamins qui jouent sur un joystick pour creuser le truc, ils ont la tête, il y a une caméra en bas. Quand on est à 1500 mètres de profondeur, et puis ils cherchent le machin. Donc on ne sait pas exactement où il est. Donc d'un seul coup, on va arriver de l'autre. On est content. Donc, première chose, en gros, on nous explique que ça doit être possible. Ça doit être possible. Vous avez de l'eau. On a la chance sur Arcueil et Gentilly, on a décidé de faire ça en commun, les deux villes. On a, à l'époque en tout cas, on avait un bailleur social qui a un peu plus de 5000 logements. Donc quand on nous dit, pour que ça soit opérationnel, il faut que vous ayez l'équivalent de 9000 logements, c'est-à-dire qu'il faut trouver 9000 abonnements. En tout cas, bon, là, il y en avait un auquel on a dit, ok, c'est bon, vous y allez. Donc on avait déjà plus de la moitié du parc nécessaire qui était captif. Au sens, donc, ça simplifie la vie. Et puis on avait, sur un quartier en renouvellement urbain, un quartier qui était en renouvellement urbain, qui était déjà bien fracturé, toutes les rues étaient percées, donc c'était aussi un avantage. Là, on a profité pour passer les tuyaux, et donc on n'a pas eu à creuser les rues, c'était pas toute la ville, mais en tout cas, ça faisait une partie importante. Donc une fois qu'on nous a dit ça, c'est bon, c'est raisonnable, donc on s'est rapproché du CIPEREC, qui est le syndicat qui a maintenant cette compétence, et on y a dit, écoutez, on veut y aller, faites-nous une étude plus poussée, la première étude était quand même légère, faites-nous une étude plus poussée, y compris sur les modalités de gestion. On aurait bien aimé pouvoir faire ça en régie. Ce n'est pas le choix qui a été retenu, parce que il y a très peu de compétences, et donc on a abandonné. Je pense que maintenant, ça sera peut-être plus facile qu'à l'époque. On a abandonné, donc on a décidé de passer une délégation de service public pour réaliser ce réseau et assurer sa gestion. Alors, je vous passe tout l'appel d'offres, toutes les complications. Enfin, j'ai dit, on a commencé il y a 17-18 ans. Le réseau a pris ça, plus le réseau, c'est 2 ans de travaux.
Mais bon, voilà. Donc on a trouvé des opérateurs capables de gérer ça, il n'y en a pas 50, hein. On tombe sur toujours les mêmes en France, hein. Suez et Veolia, alors ils s'appellent autrement, mais enfin c'est toujours les mêmes. Voilà. Puis il y avait une grosse entreprise italienne. Bon, après on est dans de la négociation classique de contrat. Après il y a la mise en œuvre pratique. Je vais très vite sur un truc qui est long, hein. Mise en œuvre pratique, ben maintenant il faut trouver une machine qui creuse comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu dans le monde. Et les pétroliers, qui sont les principaux, ils se les passent de l'un à l'autre. Donc il faut faire de la réservation pour avoir, hein, c'est pas une grue, on ne téléphone pas, on n'a pas la grue demain matin, il faut trouver quelle machine on veut. Et puis, vous imaginez bien que ça, c'est pas au milieu du désert, hein, le puits. Il y a quand même, on a essayé, on l'a mis près de l'autoroute. Enfin, il y a quelques habitants autour. Donc, ça fait un peu de bruit. Alors, ça ne dure pas si longtemps que ça, hein. Creuser un trou comme ça va prendre 6 semaines. Mais ces 6 semaines, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'une fois que c'est parti, ça ne peut plus s'arrêter. Et donc, nous, on a demandé à ce qu'il y ait une machine électrique. Parce que ça fait moins de bruit qu'une machine avec un moteur thermique parce que ça tourne, hein. Bon, c'est supportable. Enfin, les riverains trouvaient que ça faisait quand même du bruit et ils avaient raison. Donc, on obtient une machine électrique, mais après, la vie est pleine de soubresauts. En fait, EDF n'était pas capable de fournir assez d'énergie électrique pour faire fonctionner la machine. Donc, il y a dû avoir un groupe électrogène qui est un peu plus facile à sonoriser, mais qui fait quand même du bruit. Donc, il faut trouver la machine, voilà. Après, là encore, ça s'est plutôt très bien passé, il n'y a eu aucun souci, les tubes n'ont pas cassé, la tête de fraisage au fond n'a pas cassé, l'eau est arrivée, elle est arrivée, on espérait 65, elle est arrivée à 62, c'est pas si loin que ça, ça s'est bien passé. Parallèlement à ça, on a creusé une bonne partie des grandes rues de la ville pour faire passer les tuyaux. Bon, comme toute situation, pas de chance, c'était au moment où il y a eu la mise en œuvre du décret sur l'amiante dans les enrobés des rues. Hein. Donc, chose nouvelle, tout s'est arrêté pendant 1 an. Donc, nos rues ouvertes et tout arrêté en tant que soit défini le protocole pour traiter la question de l'amiante. Maintenant, c'est à nouveau, ça fonctionne, on a des soucis. Enfin, tout ça pour dire que ça s'est fait et que ça s'est bien passé avec quelques difficultés. Ça fonctionne depuis 10 ans. Le réseau continue un peu à s'étendre. Hein, alors, on n'a pas tout à fait encore atteint les 9000 équivalents logements, mais ça avance doucement. Il y a aussi des négociations, il se passe plein de choses dans le monde. Hein. Le monde de l'Île-de-France, par exemple, vous savez peut-être qu'à Paris, il y a un gros réseau de chaleur urbaine qui s'appelle la CPCU et qui est alimenté par les usines d'incinération. Voilà, les usines d'incinération et qui est fait par la ville de Paris et qui sort un peu de Paris. Et la ville de Paris a décidé de changer le système, de le reprendre en délégation, en tout cas. Pas de chance. Maintenant, Paris n'a plus, son réseau n'aura pas le droit de sortir de Paris. Donc, un certain nombre de villes, je pense nous, une partie de Gentilly, une partie de Bicêtre. Donc, on va essayer de récupérer ces chauffages dans le cadre d'Argéo. En plus, ça touche. Enfin, donc, il y a plein, la vie est un peu compliquée. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est ça peut paraître très compliqué, c'est un petit peu lourd pour une collectivité, ça ne coûte rien, je le dis, ça n'a pas coûté un sou à la ville. C'est un système qui s'auto-organise. Donc, le coût des investissements, le coût du fonctionnement est payé par les utilisateurs du réseau. Et, comme les gestionnaires de ça, CNJ,
perdent pas d'argent, ils en gagnent aussi un petit peu. Il ne faut pas se plaindre. Donc c'est un système qui, économiquement parlant, est intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'on peut l'étendre partout? Je ne sais pas. En tout cas, il reste dans le Val-de-Marne beaucoup de potentialités. Quand je disais que je trouve que le bilan est globalement positif, c'est quand même vu beaucoup d'avantages en termes climatiques, parce que c'est quand même essentiel cette question, et en termes économiques et sociaux, il y a les inconvénients. En tout cas, nous, on n'a pas encore vu d'inconvénients majeurs à ce système, et les communes qui ont plutôt maintenant 40 ans d'expérience n'en ont pas vu non plus. Voilà, quelques mots d'introduction que je voulais dire. J'espère ne pas avoir été trop long. Et maintenant, je peux éventuellement répondre à des questions si vous en avez. Je vais quand même utiliser. Oui. Moi, je reviens sur le financement, en fait, parce que vous dites que ça ne coûte rien. Donc, en combien de temps, en fait, ça ne coûte rien? Et qui fait l'avance des frais? Est-ce que du coup, il y a des... est-ce que c'est l'ADEME? Est-ce qu'il y a des financements bancaires? Est-ce que c'est la Caisse des dépôts? Enfin, comment tout ça a été packagé pour que ça ne coûte rien, justement, à l'ADEME? Alors, c'est comme toute délégation de service public. Hein, le gestionnaire qui aura la délégation va investir, construire. Vous faites une délégation sur je ne sais quoi, il va investir, il va construire et il va faire payer le service. Et sur une durée, disons 25 ans, en 25 ans, via la rémunération par les usagers du fait qu'ils sont chauffés, ils se font rembourser leur emprunt et ils payent le fonctionnement. Il y a quand même un peu d'agents qui passent de temps en temps, enfin c'est automatisé, et ils gagnent de l'argent. Alors, après, c'est leur affaire, hein, c'est comme ça dans tout système de délégation, c'est leur affaire de savoir s'ils empruntent auprès d'une banque, si ils gèrent ça par le fonds propre de l'entreprise, c'est leur affaire. Donc là, il y a eu un emprunt, la maison mère d'Engie a mis de l'argent, et l'État, mais ça c'est le modèle économique un peu global, qui fait qu'une fois qu'ils ont vu tout ça, on négocie dans la délégation quel est leur taux de rendement, de rentabilité, et donc ça veut dire que pour avoir cet équilibre, l'usager va payer, je dis n'importe quoi, 100 € au mégawattheure de chauffage. Si, par son système à gaz, il payait 60 € du mégawattheure, la société gestionnaire ne peut pas absorber. Donc ça, c'est l'État qui va mettre l'argent nécessaire, qui va participer à l'investissement pour que, à la fin, dans le modèle économique, l'usager ne paye que ses 60 €. D'accord, donc l'État subventionne en fait la différence de coût que ça représente pour les usagers. Et vous avez la garantie, la ville a la garantie que les usagers ne vont pas payer plus pendant, je ne sais pas si c'est 25 ans que vous avez mentionné. Après, il y a après, c'est comme toute délégation de service public, il y a des règles il y a un prix. Donc là, il y a un prix, ça s'appelle des URF, hein, donc la partie fixe. Il y a une partie fixe qui chaque année va augmenter avec des indices de révision, et la partie variable qui augmente aussi avec des formules de révision. Alors par exemple, dans la partie fixe, dans la formule de révision, il n'y a pas de partie énergétique. Donc on ne prend pas en compte l'énergie, le coût de l'énergie. Dans la partie variable, il y a une part énergie, mais une part énergie qui est à la hauteur de l'utilisation, c'est-à-dire, en gros, dans l'indice, elle ne représente que 30% de ce qu'elle aurait représenté dans un autre système. Donc voilà, c'est ça. Après, rien n'est jamais acquis. On peut avoir toutes les formules. Par exemple, au début, coup de malchance pour la géothermie, le gaz a énormément baissé. Donc il y a eu un petit souci pendant très peu de temps. Après, on sait qu'aujourd'hui, les énergies fossiles, de toute façon, elles vont tendanciellement fortement augmenter. Donc voilà, c'est garanti comme ça.
comme n'importe quel contrat que vous passez dans le cadre de la délégation. Pour continuer sur cet aspect de délégation de service public, c'est sur le même sujet. Est-ce qu'il y a, je fais parallèle avec les sociétés autoroutières qui, au bout de 20 ans ou 25 ans, ça y est, on devait être rentable et il ne devait plus y avoir de délégation, tout devait baisser. Et puis 40 ans après, on continue à payer parce qu'ils rajoutent. Là, vous avez la certitude que dans 25 ans, enfin, après le T0, ça va baisser? Alors, on a les choix, c'est ce qu'on fait. La société d'autoroute a remis ses autoroutes, à la fin de la délégation, a remis ses autoroutes en concurrence pour gagner de l'argent. Bon, nous, c'est pareil. Dans 25 ans, ça a passé, je crois, à 30 parce qu'on a négocié pour absorber des difficultés, mais dans 30 ans, la délégation est terminée et donc on récupère la totalité des équipements. Là, on peut passer en régie, on peut passer en régie, on peut repasser une autre délégation. Ce qu'on peut penser, c'est que dans 30 ans, il faudra peut-être faire quelques travaux quand même. Bon, pas sur le réseau, parce que normalement le réseau ne va pas toucher. Est-ce qu'il y aura besoin de recreuser quelque chose? Est-ce que, j'en sais rien, peut-être il y aura un peu d'investissement. Mais dans 30 ans, on est propriétaire, on peut faire ce qu'on veut. On peut effectivement passer en régie. Si on veut faire des travaux importants, on peut refaire une délégation, mais on est maître de ce qu'on décide. Et ce qui est clair, c'est que ces investissements ont une durée de vie bien supérieure à 30 ans. Et donc, l'investissement initial qu'aurait été remboursé, même s'il faut refaire un certain nombre de choses, ça sera nettement plus bas. Donc, on devrait pouvoir, après, dans 30 ans, comment seront les prix des... Je ne sais pas. Ça, c'est le principe de toute délégation, d'ailleurs de tout projet. C'est une question. Combien par an produit une centrale géothermique en moyenne, s'il vous plaît? Pardon? Combien par an produit une centrale géothermique? Je ne suis pas très fort sur les chiffres. Elle produit l'énergie nécessaire pour alimenter aujourd'hui 7500 logements en chauffage, plus... donc ça, c'est pendant 6 mois, 7 mois, enfin ça dépend des périodes de chauffe, et pour alimenter en eau chaude sanitaire le même nombre de logements toute l'année. Donc c'est stable? Par an, alors non, c'est pas stable, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une des difficultés, c'est que l'hiver, on utilise toute la chaleur géothermale à 100%, l'été, on pourrait faire plus. On pourrait chauffer, mais on n'a rien à chauffer. On pourrait imaginer d'autres. Pour le moment, on n'a pas d'usage. Donc l'été, on utilise la ressource à peut-être 10-15% de ce qui est possible. Alors il y a des réflexions sur le puits de géothermie de Chevilly-Larue. Ils expérimentent l'idée de dire... l'été, on pourrait prendre l'eau, la réchauffer par la pompe à chaleur, donc elle serait plus chaude, et la réinjecter dans le puits plus chaude que ce qu'elle était à l'entrée. Donc pour garantir que le puits va durer dans le temps. Bon, c'est une idée qui en soi, pour le moment, n'a pas fait ses preuves. En tout cas, il y a une des questions, c'est effectivement l'investissement et inutilisé, globalement, grandement inutilisé pendant 6 mois de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? L'eau n'est pas assez chaude, par exemple, pour faire de la cogénération, de produire de l'électricité. Donc, voilà. En tout cas, il y a des réflexions, pour le moment pas encore abouties, pour dire que c'est quand même un peu bête. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire quelque chose? Ce n'est pas le cas actuellement. Mais là, elle est dimensionnée par rapport au projet que vous avez développé, c'est dimensionné pour 10 000 logements. Par rapport à la réserve que vous mettiez sur le fait que c'était plus intéressant que les bâtiments ne soient pas bien isolés, on pourrait penser qu'on pourrait isoler les bâtiments et doubler le nombre de logements, chauffés pour faire les mêmes économies, puisque en termes de valeur, on aurait le double de personnes qui paieraient. Évidemment, peut-être un peu moins, mais ça pourrait
Parce que l'idée de dire c'est pas très intéressant quand c'est mal isolé, vous comprenez que logiquement, c'est pas c'est moins intéressant. Oui. C'est moins intéressant. Après, oui, d'ailleurs, ça va se faire. Mais enfin, le rythme d'isolation des bâtiments, aujourd'hui, il ne va pas permettre de passer très très vite à 11 000, 12 000, 13 000. Il faudra accélérer. Mais effectivement, c'est... Après, quand je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il en sera dans 30 ans, est-ce qu'il y aura besoin encore dans 30 ans, les nouveaux bâtiments, de les chauffer? Ce n'est pas absolument sûr. Alors, il restera quand même, dans 30 ans, ce qui est sûr, c'est qu'il restera énormément de bâtiments qui n'auront pas été isolés. Donc ça, on est sûr de ça. Oui, au rythme, ça va. Mais effectivement, oui, ça, pour le moment, ce n'est pas encore mesurable, le gain. Alors, moi j'ai deux questions. On peut imaginer, enfin, vous en avez parlé un peu, mais que dans 25 ans, une fois amorti, les prix finalement de chauffage baissent, les prix de chauffage baissent. Ah oui. C'est quand même objectif. Ça va dépendre. D'abord, c'est un choix politique des équipes municipales. Alors, c'est un choix politique et des conditions économiques. Si dans 25 ans, il s'avérait, je ne vois pas pourquoi, mais il s'avérait qu'il fallait refaire 20 millions de travaux 20 millions d'euros pour refaire fonctionner, on serait pratiquement dans la même situation qu'aujourd'hui. Si dans 25 ans, inversement, il n'y a rien à faire, on continue, on ne fait aucun investissement, qui n'est peut-être pas probable non plus, on est sans doute entre les deux. Après, oui, le coût, en fait, la partie amortissement des travaux va passer à 0, ou éventuellement, même si on fait des travaux, là où il y avait 100, peut-être qu'il n'y aura plus que 40 d'amortissement. Donc la question est le choix politique, qu'est-ce qu'on en fait? Après, les communes décideront ce que font. Soit elles font baisser, par exemple, de 50% les factures, soit on considère qu'on ne fait pas baisser les factures en des cas extrêmes, et l'argent qu'on va gagner, on va l'investir pour isoler des bâtiments. Je dirais, après, on est dans des choix que chaque collectivité va faire. Peut-être ça sera entre les deux. Peut-être qu'on va baisser une partie des factures, mais on va aussi profiter pour avoir des moyens pour investir sur plus d'économies d'énergie sur un certain nombre de bâtiments. Je ne serai plus maire à ce moment-là. Je suis sûr que ce n'est pas à moi qu'on va faire ce choix. Une petite question sur le. Vous avez une deuxième question peut-être, Marie. À part les habitations, finalement, à quoi a été utilisé le réseau de chaleur qui a été créé? Alors, c'est d'abord de l'habitation. Ensuite, on a équipé les bâtiments publics. La mairie, chauffée par la géothermie, les locaux du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, les anciens locaux de la CRDV, le collège, la plupart de nos écoles, et puis il y a quelques bâtiments d'entreprise qui ont peu quand même. Voilà, donc on peut, à la limite, on peut remplacer tout chauffage collectif par la géothermie. Alors j'ai dit presque tous les bâtiments, parce que Arcueil est une ville qui est comme ça, le puits de géothermie est là, donc c'est un peu compliqué, et donc il y avait 2 écoles de la ville qui étaient trop loin du réseau principal. Et donc le coût d'amener le réseau jusqu'à ces 2 écoles était trop important. Et donc on a fait le choix, pour ne pas peser trop non plus sur le coût de l'opération, de ne pas raccorder ces 2 écoles. Aujourd'hui, avec la hausse du coût de l'énergie et pour les collectivités qui bénéficient d'aucun bouclier énergétique, on est en train de regarder si ça ne vaut pas le coup de raccorder ces 2 écoles. Et sans doute, ça va être le cas. Le réseau, il est extensible. C'est pas compliqué de rajouter un bout de réseau dans une rue pour atteindre un nouveau bâtiment. Ça fait des travaux, ça a des coûts, mais on peut faire évoluer le réseau comme ça.
Quelle superficie ça prend, une installation comme celle-là? Bon, je Je dirais ne parle pas du réseau de distribution, je parle du réseau d'extraction. pas beaucoup, pas beaucoup. J'essaye de voir. Je pense que la centrale de géothermie, c'est-à-dire là où il y a la pompe à chaleur, où il y a la gestion des réseaux, puisque le réseau d'eau qui circule dans la ville, il est quand même piloté, il faut gérer tout ça. Les 3 chaudières, le poste de régulation, ça doit être à peu près grand comme ça. Peut-être un peu plus petit. Comme la salle. Ouais, je pense que c'est peut-être un peu plus petit que ça. Après, il y a les puits. Les puits, c'est pas grand un puits, hein. Il y a un tuyau comme ça. Vous avez, j'essaie de se mettre, un puits, vous prenez deux extrémités, vous coupez en 4, vous avez l'espace d'un puits. Alors il y en a 2, donc ils sont à 2 mètres dedans. Après, il y a besoin d'espace autour. Parce que d'abord, quand on a construit, par contre, le derrick, hein, lui, il est assez gros. Donc il y a besoin d'un espace inutilisé. Et puis, si on est amené à faire des opérations de maintenance, etc., donc il y a besoin un peu d'espace vide autour des puits pour pouvoir amener des gros camions, pour pouvoir manipuler. C'est pas énorme. Et quand on creuse, ça fait pas mal de remblais, enfin de matière, il y a des mètres cubes, on les évacue en camion. Oh non, c'est rien du tout. Hein. Non, c'est pas grand-chose. C'est rien du tout, ça fait, je sais pas, il y a pas eu quelques camions. Vous savez, c'est un trou comme ça, c'est pas très large. Tu avais une question? Ouais. Le fait de creuser aussi à 1500 mètres, il n'y a pas de risque de séisme? Alors ça, c'est... En Alsace? Il y a eu un problème en Alsace. Séisme, on ne sait jamais vraiment la cause. Il y a eu un problème en Alsace. A priori, il n'y a aucun autre exemple. Je prends l'exemple des puits de pétrole, parce que des puits de pétrole, il y en a quand même beaucoup eu. Ça a des tas d'inconvénients. Il n'y a pas de... Moi, là aussi, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un spécialiste des questions. A priori, ce n'est pas particulièrement dangereux de faire un petit trou comme ça dans la terre. Quand vous construisez un immeuble, des fois, vous faites des pieux comme ça qui sont enfoncés à 20 mètres dans le sol pour garantir. Donc, a priori, en tout cas, nous, on n'a pas senti le moindre début de vibration. Je ne parle pas au début quand la centrale fonctionnait, oui, il y avait un peu de vibration avec les pompes, mais ce n'était pas du tout un problème de sécurité. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de danger. Il y a eu un débat assez récemment, un échange avec la maire de Strasbourg, qui est très embêtée, parce qu'elle voudrait bien faire de la géothermie, et les populations sont un peu traumatisées par cette affaire. Voilà, mais bon, je ne crois pas, moi. Du coup, tu parles de population. Tu nous as dit que entre le moment où il y a eu les premières réflexions et le moment où ça a été réalisé, c'est passé 7-8 ans, avec 2 ans de travaux. La décision et le partage en fait de la décision, puisqu'en plus ça ne tient pas qu'à une seule ville, on pourrait dire c'est assez facile de décider et de faire. Mais est-ce qu'il y a eu une participation, une sollicitation des habitants, particulièrement peut-être les habitants des logements sociaux? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a eu une évolution, une idée sur la manière d'associer les habitants dans la réflexion? On a essayé d'être très tôt dans un mode d'abord de présenter la chose. En fait, ça n'a posé aucun problème. Tout le monde a trouvé que c'était intéressant. Il n'y a pas des sujets qui posent difficulté. Tout le monde trouvait ça bien. Il y a ceux qui s'en moquaient, entre guillemets, et il y a ceux qui trouvaient que c'était quand même a priori très intéressant pour les questions climatiques, y compris pour les questions de prix. Donc on a eu des discussions extrêmement faciles avec les gens qui étaient très intéressés de comprendre comment ça fonctionnait. Bon, il y a eu un peu de travaux dans les rues, mais c'était pas... Le seul difficulté, c'est avec les riverains,
parce que voilà, on avait essayé de placer quand même ça bien. Il y a l'autoroute, donc là il n'y a pas beaucoup de riverains. La centrale, on l'a construit là. Il y a ici une petite rue pavillonnaire, ici une autre rue pavillonnaire, et là un foyer à Doma. Et le puits de géothermie, c'est une autre couleur. Le foyer de géothermie, on l'a mis là. Alors, l'autoroute n'a rien dit. Alors, discuter avec l'État, c'était des terrains de l'État. L'autoroute, c'est compliqué, mais enfin, c'est ça. Les résidents du foyer à Doma ont été déplacés. Là, effectivement, ils ont été relogés dans d'autres résidences, parce que c'était quand même, là, ils étaient vraiment très proches. Alors maintenant, ils sont revenus, enfin, certains ne sont pas revenus, mais bon, maintenant, il n'y a plus aucune nuisance, donc, de ce point de vue-là. Mais effectivement, là, il y a eu... Bon, c'est difficile à dire, mais ce n'est pas eux qui ont posé des problèmes, parce que, bon, voilà, c'est des logements temporaires, hein, donc, ils ont été relogés, pas très loin, donc ça s'est bien passé. Et puis, il y avait peut-être une vingtaine de pavillons. Et ça a été compliqué, vous imaginez. Ça a été compliqué parce que là, effectivement, eux, ils ont été perturbés par 2 fois 6 semaines de creusement de puits, le déplacement de la machine qui a pris 3 semaines pour déplacer d'un puits à l'autre, puis après il y a la construction de la centrale, donc ils ont effectivement été perturbés. Alors, le pire, c'était pour le bien général, pour un système qui ne pourrait pas s'appliquer à eux, puisque c'était des pavillons. Hein, donc c'était, alors on a construit un mur anti-bruit. Enfin, l'exploitant a construit un mur anti-bruit. On a négocié avec eux que ce mur anti-bruit, en fait, il allait être mis ici, parce qu'eux, ils bénéficient des nuisances de l'autoroute qui est juste à côté. Donc au moins, ils ont récupéré un mur anti-bruit à l'issue des travaux pour protéger un peu les maisons du bruit de l'autoroute. Donc à la fin, ils étaient gagnants. Et puis, il y a, alors j'ai pas évoqué des soucis majeurs, il y a eu un gros souci qui est que la centrale de géothermie s'est mise à faire du bruit quand elle a fonctionné. Du bruit et des vibrations. Alors là encore, ça n'a gêné que les petites zones pavillonnaires qui étaient là. Et ça a été très long après les gestionnaires, une fois que ça marche, voilà, ils ne mettent pas toujours, je reconnais, toute l'énergie nécessaire, pour trouver les causes. Il y avait du bruit et des vibrations, et ça a mis bien 1 an et demi à résoudre le problème de ce bruit et des vibrations, qui n'étaient pas liés intrinsèquement à la géothermie, hein. Ce n'était pas le but de géothermie, c'était ici les pompes. La pompe à chaleur qui n'était pas assez protégée contre le bruit, les pompes il a fallu mettre les pompes sur du caoutchouc pour éviter les vibrations, il a fallu le bâtiment ici, il a fallu lui rajouter une 2e isolation. Bon, on a eu, alors je vais dire petits soucis parce que ça concernait quelques familles, enfin qui nous ont beaucoup occupés, parce que c'est pas parce que c'est pour quelques familles seulement, il ne faut pas les traiter. Mais c'était des soucis que personne n'avait imaginés, qui sont maintenant réglés, hein, mais qui sont. Mais c'est comme tout projet, il y a des difficultés qui peuvent survenir. Moi j'ai une question, c'est pas pour vous, c'est pour Frédéric. Quelle est la situation de la mairie de Vitry-sur-Seine? C'est des projets, c'est la réflexion, c'est plus qu'il y a un potentiel de projet partout en demande et que ce n'est pas loin de dire. Alors, les études qui ont été faites dans le cadre de l'EPA Orsa sur la partie des Ardennes depuis au moins 2012. Et depuis 2012, l'EPA Orsa dit à la ville qu'il y a la possibilité d'utiliser de la géothermie à Vitry. Ça fait partie des choses qu'on avait dans le programme en 2014 et en 2020 d'accélérer, de mettre un peu d'accélérateur à Vitry. Alors ça ne veut pas dire que, comme le disait Christian, que ça va concerner, si on devait
percée au niveau des ardoines que ça concernerait les nouveaux logements, puisque ça profite peu aux nouveaux logements qui sont bien isolés. Et on a la quantité, en tout cas les 10 000 logements, surtout dans les logements sociaux et qui ne sont pas de première jeunesse, on les a à Vitry. Donc en fait, on a la demande, et puis on a aussi la possibilité sous nos pieds d'aller creuser. Alors, par contre, il y a peut-être la question aussi de la profondeur. Je ne suis pas sûr qu'on soit exactement au même. Il n'y a pas de grosse différence. De 1008, je crois. Voilà, après, puis honnêtement, creuser à 1500 mètres ou à 1700 mètres. Ou à 1008, ouais, c'est pas. Après, il y a des problématiques parce que Alfortville et Villejuif, sûrement aussi, sont les villes qu'on a à côté, utilisent aussi la géothermie. Donc, il faut regarder s'il reste des bulles disponibles. C'est ça. Et donc, comme tu disais que des partages de souterrains qui ne sont pas toujours. Voilà, est-ce que, par exemple, s'il y a un forage qui a été fait du côté d'Alfortville, est-ce que le lieu où ils vont extraire en fait cette eau visqueuse, est-ce qu'elle est à 2 km de l'endroit où nous on doit faire aussi le forage? Ça, c'est des choses qui sont très techniques, qu'il faut regarder. Mais le PA-Orsa, les études de l'EPA-Orsa disaient que clairement c'était une possibilité, que c'était en fait c'était un choix politique qui devait aboutir. Une réponse générale qui n'est pas liée à Ivry, c'est un peu technique, c'est-à-dire que comme les zones sont limitées. Vitry, Christian. J'ai dit Ivry, pas Vitry. Vu de l'arrière, c'est pareil. Ce qui concerne pareil Ivry, c'est vrai. Qui concerne tout le monde, c'est en fait comme les bulles sont attribuées par l'État, vous pouvez être ici et qu'on vous attribue une bulle qui est à 10 km. Et maintenant, on sait très bien faire ça. Ouais. Donc après, moi, c'est général, je ne connais pas le sous-sol et les bulles du Val-de-Marne. Juste, c'est un sujet très passionnant. On prend les 2 dernières questions, il est déjà 20h36, donc peut-être que Christian Rien y reviendra pour répondre à d'autres questions. On prend celle de Karen, ta question, et puis après, Il me semble qu'il y a une centrale géothermique à Ivry. Ivry, oui. Parce que j'ai pu la visiter, c'est impressionnant. Ah ouais? Ouais. Vas-y, Karen. Moi, j'ai peut-être loupé au début quand vous avez expliqué, mais le réseau du coup qui a été installé à Arcueil, c'est pour des bâtiments qui existaient déjà, ou c'était des nouvelles constructions? Parce que du coup, si c'est des bâtiments qui existent déjà, j'ai compris que c'était quand même un peu compliqué d'installer le réseau, ou est-ce que, par exemple, à Vitry, on pourrait imaginer d'aller creuser aux Ardoines pour aller alimenter, je ne sais pas, la dalle Robespierre, etc. Il n'y a pas de difficulté. En gros, les réseaux de géothermie, quand on les construit, en général, c'est pour alimenter plutôt des bâtiments existants. Parce que sinon, 10 000 logements, peut-être aux Ardoines, je ne connais pas la dimension, mais enfin, pas beaucoup de villes qui d'un seul coup ont 10 000 nouveaux logements. Donc on installe la géothermie. Après, les réseaux, il y a un coût. Plus le réseau est long, plus il y a de coûts. Si vous partez d'un bout d'une ville et que vous allez alimenter un bâtiment à l'autre bout, il faudra payer la construction d'un réseau souterrain sur 2, 3, 4 km. C'est bien isolé, donc on peut aller loin. Et après, le raccordement à un bâtiment est particulièrement simple. Ça fait exactement la même chose que si vous raccordez à l'eau un bâtiment ancien. La canalisation d'eau est en plomb. On vous dit on supprime la canalisation plomb, donc il faut tirer un tuyau entre la canalisation qui passe dans la rue et le local où vous aviez votre chaudière. Vous enlevez la chaudière et vous la remplacez par autre chose. Qu'est-ce qui empêche de faire du pavillon à ce moment-là? Le problème, c'est que il n'y a rien qui empêche, sauf cette question de coût. C'est-à-dire que il y a un relais dans le bâtiment. Il y a un relais. C'est le relais. Oui. Voilà, c'est ça qui va coûter cher. C'est-à-dire que dans un immeuble avec 40 logements, vous avez divisé le coût par 40. Alors, il sera peut-être un peu plus cher qu'un échangeur sur mais pas du tout. Donc, en gros, vous payez le taux maximum. Donc, économiquement, c'est ingérable. Ouais. Mais ce n'est pas techniquement plus difficile. Je vais juste vous proposer que vous puissiez continuer de poser des questions autour du buffet. On va juste couper le live pour juste les... sur la question de la compagnie parisienne de chauffage urbain. Vous disiez que le réseau qui sortait de Paris était disponible. C'est ça que vous vouliez dire? Non, ce que je dis, c'est que réglementairement parlant, Paris n'a pas le droit
De chauffer à de l'extérieur. chauffer à l'extérieur de la ville de Paris. Mais quand vous disiez ça, c'est intéressant pour vous. Qu'est-ce que vous dites? Ben, donc, il y a l'idée de comment va se faire le chauffage des petits morceaux d'antennes qui sont hors Paris. Alors, ils ne vont pas les laisser en déshérence, hein, donc il y aura des solutions trouvées, mais en tout cas, ils ne peuvent plus être accordés directement dans le même système de gestion qu'avant l'ancienne CPCU. Donc nous, on a sur Gentilly, on a 3 immeubles qui étaient raccordés à la CPCU. Il s'avère que notre réseau de géothermie passe devant, donc il y a des discussions en cours pour savoir si on ne va pas simplement les récupérer. Oui, enfin, tous les réseaux de la CPCU sont dans un état lamentable. Donc, Non, mais on ne récupère pas le réseau de la CPCU, on récupère, en tout cas nous, La après, manière je de- ne sais pas, je ne connais pas la CPCU, nous on va récupérer les 3 immeubles. Ah oui, d'accord. On récupère les 3 immeubles, et notre D'accord. réseau passe devant. Si on fait affaire, on récupère les 3 immeubles. D'accord. Après, on pourrait peut-être, mais ça ne marche pas pareil parce que nous, c'est un réseau d'eau. La CPCU, c'est un réseau de chaleur, enfin, je ne sais pas comment dire, de vapeur. Donc, on ne peut pas prendre un réseau de l'un pour mettre dans l'autre. De toute façon, on est tout trouvé partout, alors vous n'avez pas à faire attention. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Bon, en gros, pour ramasser les grosses idées que tu nous as présentées ce soir, Christian, sur la géothermie, c'est que bon, déjà, c'est un peu de moyens financiers, techniques et parfois humains, mais c'est une vraie orientation politique, c'est un vrai choix politique qui est beaucoup plus utilisable, en tout cas pour les bâtiments collectifs et les logements collectifs, et que il faut aussi réfléchir à où est-ce qu'on l'implante au niveau local pour que ce soit le plus optimal possible au niveau économique et au niveau technique. Et le grand point, c'est que ça reste quand même une énergie locale qui amènera un peu d'emploi local aussi, mais l'élément principal, c'est que ça reste une énergie locale et qui ne puise pas trop de ressources non plus, puisqu'on puise l'eau et qu'on la rejette et que finalement, il n'y a pas trop d'impact sur la température de nos dockers. Merci à toutes et tous d'être venus ce soir. Merci Christian de nous avoir bien expliqué tout ce concept. Et je vous propose de poursuivre autour d'un petit pot. Ouais. Merci. Merci.